Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Voici le programme du jour. On va commencer par notre focus, comment utiliser au mieux les écrans à la maison, quelles sont les règles à adopter aussi et les conseils à suivre pour un usage maîtrisé du numérique au sein des foyers. Voilà quelques-unes des questions que se pose notre partenaire, le Clémy, avec sa série La famille tout écran, dont on découvre un nouvel épisode dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech toujours, c'est Lisa de Bernard qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Lisa. Bonjour Philippine. Ravie de vous retrouver, quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de Google qui veut invisibiliser les résultats de ses résultats à la presse française et européenne. Bon, on va en parler avec vous dans un instant. Merci beaucoup. Et puis c'est notre grande question du jour. Comment faciliter l'accès aux ressources numériques tout en protégeant bien sûr les données personnelles des enseignants et des élèves? Voilà toute la mission du gestionnaire d'accès aux ressources. Le GAR, c'est une solution qui est portée par le ministère de l'Éducation nationale. Alors à quoi sert-il et surtout pourquoi est-il devenu indispensable dans le secteur? On en parle avec notre invité en duplex aujourd'hui, Florent Lepêtre. Bonjour. Bonjour Philippine. Ravi de vous avoir dans l'émission aujourd'hui. Vous êtes expert conformité chez GAR Ninja. Vous allez tout nous expliquer de ce sujet un peu complexe. On en parle tout de suite dans un instant. D'abord, place au focus. Focus aujourd'hui est d'abord sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique au sein des foyers avec notre partenaire, le Clémy, qui nous propose un nouvel épisode de sa série La famille tout écran. Nouvel épisode qu'on découvre tout de suite. Théo? Oui. Tu sais ce que c'est, ça? Un panier de courses, un panier à chaussettes, un panier à fruits, un panier à petits paniers. Non, ça mon grand, c'est ta punition. On a vu ton bulletin de notes et c'est pas fameux. C'est même moisi. Oui, mais c'est à cause de mon prof. Pas d'excuses. À partir d'aujourd'hui, tu te concentres à fond sur tes devoirs et finis les écrans. C'est nul. Non, ce qui est nul, Théo, c'est que tes résultats à l'école sont en train de vraiment baisser. Écoute, t'es tout le temps là-dessus. T'as l'air d'un zombie et ça t'empêche de te concentrer. Bon, allez, zou, là-dedans. Bien. Adieu le monde. J'ai tellement adoré surfer sur tes sites de jeux vidéo. Ça, c'est pour vous, les parents. Ouais, vous aussi, vous avez des têtes de déterrés. Vous êtes tout le temps sur vos téléphones. Allez, dedans. Et le premier qui se plaint, je le prive de dessert. Pour être en bonne santé, nous les écrans, il faut savoir nous oublier. À table, le matin avant d'aller à l'école et le soir avant de dormir. Privilégiez les activités en famille. Et nous, on sera très bien sans vous. Mélina, toi aussi, ma chérie. Voilà pour ce nouvel épisode du Clémy. On passe à autre chose maintenant. À l'heure où les ressources numériques prennent une place grandissante dans nos écoles, la question de la protection des données personnelles devient cruciale. Et justement, le gestionnaire d'accès aux ressources, plus connu sous le nom de GAR, propose une solution simple et sécurisée pour les établissements scolaires en protégeant les informations sensibles tout en facilitant, et c'est important, l'usage du numérique dans l'éducation. On en parle tout de suite dans la première partie du talk. Et aujourd'hui à nos côtés et en duplex surtout pour en parler, Florent Lepêtre. Je rappelle que vous êtes expert conformité chez GAR Ninja. Alors pour commencer, est-ce que vous voulez bien nous expliquer en quelques mots ce terme un peu obscur que représente le GAR? Est-ce que vous voulez bien nous en dire un peu plus? Bien sûr. Donc le GAR, comme vous l'avez dit, est un processus qui émane du ministère de l'Éducation nationale et qui vise à fournir un guichet unique pour les éditeurs de ressources et de projets numériques. Il arrive avec des promesses à la fois pour les utilisateurs et des promesses à la fois pour les éditeurs. Donc la promesse côté éditeur, c'est d'avoir un seul point d'accès, d'où le côté guichet unique, au lieu de devoir développer des connecteurs avec chaque académie, puisque chaque académie a son propre fonctionnement. Il n'y a plus qu'un seul interlocuteur, ce qui simplifie les choses pour les éditeurs. Et côté utilisateur, eh bien, il y a deux grandes promesses. La première, c'est la protection des données à caractère personnel. C'est vraiment au cœur du dispositif. Et l'autre, c'est de retrouver toutes les ressources auxquelles on est abonné dans un seul endroit, le médiacentre
dans son environnement numérique de travail, celui qu'on utilise au quotidien avec son emploi du temps et autres. Merci beaucoup. Alors, comment ça fonctionne concrètement, justement, pour les enseignants, pour les établissements scolaires? Qui en a la charge, en fait, dans un établissement aujourd'hui? Alors, la gestion de l'interaction avec les éditeurs, c'est plutôt relève plutôt du ministère, avec la direction du numérique éducatif. Dans les établissements, il va y avoir un responsable d'affectation. Lorsque des abonnements ont été passés, c'est lui qui va les assigner à chacun des élèves et des enseignants ou un prof documentaliste. Et à partir de là, la ressource apparaît directement dans l'environnement numérique de travail des élèves et des enseignants. Donc il y a assez peu d'étapes côté établissement. En cela, ça simplifie pas mal les choses. Ça a l'air effectivement particulièrement simple, en tout cas d'un point de vue extérieur, mais est-ce que justement ces établissements scolaires, ces personnels de l'éducation, ont accueilli de manière positive l'implémentation du GAR il y a quelques années ? Alors oui, les premières expérimentations ont eu lieu en 2017 et puis petit à petit ça s'est développé avec aujourd'hui une couverture sur le second degré qui couvre toute la France et on est à 52% sur le premier degré. Ce qu'on a constaté, c'est que la protection des données à caractère personnel importe énormément aux enseignants. Certains peuvent par exemple s'autoriser d'aller prendre un abonnement pour une ressource sur leur propre compte quand il n'y a pas encore le GAR ou quand cette ressource n'est pas encore garée, mais ils placent vraiment une limite à inclure les élèves. Ils vont pas s'amuser à jouer avec les données personnelles de leurs élèves. Et donc le label GAR vient sécuriser, rassurer tout ça et s'assurer qu'on peut utiliser les ressources qui sont distribuées via le GAR dans un contexte totalement sécurisé. Le GAR s'appuie aussi, donc, on le comprend, sur une sorte de connecteur unique pour les ENT et les fournisseurs de ressources, hein, c'est ça. Quels sont les avantages aussi de cette approche en termes de sécurité, bien sûr, mais aussi d'efficacité? Ce que je comprends, c'est que du coup, on n'a qu'un seul code pour accéder à toutes les ressources, c'est ça, à partir du moment où elles sont partenaires? Alors, il y a vraiment deux aspects, soit qu'on est côté éditeur, soit qu'on est côté utilisateur. Côté utilisateur, il y a une disparition totale de tous les logins et mots de passe, puisque un des avantages qu'offre ce guichet unique, c'est que lorsqu'on va dans son média centre, on a juste à cliquer sur l'icône de la ressource qu'on souhaite utiliser, par exemple une ressource de langue, et on arrive directement dans la ressource de l'éditeur, connecté. On n'a pas eu à rentrer de login, pas eu à rentrer de mot de passe. C'est le GAR qui se charge de dialoguer avec l'éditeur pour les informations du compte de l'élève ou du professeur. Et côté éditeur, eh bien, on a dû faire des travaux, ce qu'on appelle l'accostage au GAR, où on crée ce connecteur, on demande la quantité d'informations qui sont nécessaires pour la ressource. Est-ce qu'on a besoin des noms, des prénoms? Est-ce qu'on a besoin des groupes, du niveau? Et c'est un processus cet accrochage au GAR peut être un peu complexe, parce que non seulement il y a l'aspect technique, mais il y a l'aspect aussi réglementaire. On va s'assurer qu'il collecte uniquement les données qui sont nécessaires à l'usage de la ressource, qui les stockent pendant un temps raisonnable. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'est née l'entreprise GAR Ninja pour laquelle je travaille. C'est faire dialoguer deux mondes qui finalement ont des temporalités un peu différentes, le ministère et le monde des startups. Mais il faut savoir que c'est un processus qui peut prendre entre 4 et 7 mois. Ah oui, il n'y a rien que ça. Donc c'est vrai que dans la vie d'une start-up, notamment d'une start-up dans le secteur de l'éducation et encore plus en France, c'est un délai qui est particulièrement long. C'est difficile, on le comprend aussi, on était la semaine dernière, vous aussi, à Educatech, le salon de l'innovation pédagogique à Paris Expo Porte de Versailles. On comprend que c'est difficile aujourd'hui pour un fournisseur de ressources justement de se conformer aux standards du GAR. C'est justement là que vous les aidez. Malgré tout, est-ce qu'un fournisseur d'accès, par exemple, ou une solution EdTech, a vraiment intérêt aujourd'hui à se conformer au GAR, ou est-ce qu'elle peut s'en séparer pour l'instant, justement, peut-être pour sa survie? J'imagine que ça a un certain coût aussi de s'y conformer. Alors, le coût ne vient pas, en tout cas, du GAR lui-même, qui fournit ce service gratuitement, mais c'est du
coût en temps. On investit des ressources de son entreprise pour faire cet accostage, ça c'est certain. Maintenant, ce que l'on constate, c'est que ça s'impose, bien que ça ne soit pas encore obligatoire, ça s'impose au marché pour des raisons assez simples. Il y a déjà les réticences de certains établissements ou de certains enseignants quand il n'y a pas le label GAR, mais aussi lorsqu'il y a des appels d'offres, que ce soit une académie, une région, des appels à projets. Aujourd'hui, le label GAR est systématiquement demandé. Et donc, dans le processus de développement commercial d'une start-up, le GAR va s'imposer tôt ou tard. Alors, vous les accompagnez justement avec GAR Ninja, vous accompagnez ces fournisseurs de ressources dans leur connexion au GAR. Comment se déroule justement concrètement votre accompagnement chez GAR Ninja ? Alors nous, on propose un accompagnement qui démarre dès le dépôt du dossier administratif jusqu'à ce qu'on appelle la mise en production, c'est-à-dire quand la ressource est disponible dans les médiacentres des élèves et des enseignants. Ce sont des compétences en fait qu'il faut développer pour cet accostage. Il y a des connaissances juridiques, des connaissances techniques, et ce qu'on propose, c'est de faire bénéficier de nous de notre expérience en la matière pour éviter que les startups aient à développer ces connaissances qui leur serviront qu'une seule fois. Donc, on les accompagne sur la partie technique, sur la partie juridique. Il faut respecter le RGPD, le Code de l'éducation. On fait un audit et on fait la gestion de projet, vu qu'on est en interaction permanente avec les équipes du ministère. Ça accélère pas mal les choses. On estime qu'on fait gagner 3-4 mois sur le processus. Donc quand je vous donne les 4 à 7 mois, c'est avec notre accompagnement. Il faut s'attendre à 3-4 mois de plus si on tente l'aventure toute seule. D'accord, effectivement. Bon, c'est là en tout cas une partie de justement votre valeur ajoutée. Le GAR s'est aussi présenté comme une solution transparente pour les utilisateurs. Est-ce qu'il y a malgré tout des limites ou des défis à surmonter pour justement garantir cette transparence vis-à-vis des utilisateurs ? Alors, des limites dans le GAR, vous voulez dire ? Oui, vis-à-vis surtout, plus particulièrement, de cette transparence des données, en tout cas, transparence de l'utilisation. Donc, la promesse de pouvoir facilement accéder aux ressources via son environnement numérique de travail, elle implique une connexion quand même avec un login, un mot de passe. Et ce qu'on constate, c'est que autant pour le second degré, c'est pas du tout un souci. Et les habitudes ont vite été prises. Autant pour le premier degré, avec les jeunes enfants, c'est parfois plus problématique. Et donc le GAR vient de lancer une expérimentation sur un mode de connexion un peu simplifié. Il y a de nombreux éditeurs qui se sont portés volontaires pour la tester. Ça devrait déboucher justement sur une méthode simplifiée pour la connexion jeunes élèves. Florent, merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est de continuer à en parler dans un instant. D'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le ZAP et c'est l'œil de Jean Martineau.
on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité en duplex aujourd'hui, Florent Lepêtre de chez Gare Ninja. Florent, juste avant de reprendre nos échanges, on va laisser place à la chronique de Lisa de Bernard qui a une idée derrière la tech. Lisa, aujourd'hui, vous allez nous parler de Google. Google qui pourrait bien payer une amende absolument astronomique et de l'autre côté, des médias qui pourraient disparaître des résultats de recherche du moteur de recherche. Que se passe-t-il exactement, Lisa? Eh bien, c'est une histoire de gros sous philippines, puisque Google pourrait payer jusqu'à 900 000 € d'amende chaque jour. Pourquoi? Parce qu'il refuse de respecter le droit voisin. Alors, pour bien comprendre ce dossier qui est un petit peu complexe, il faut déjà s'intéresser à cette notion juridique qui est l'essence même de l'affaire. En France, on a donc ce qu'on appelle le droit voisin. C'est une sorte de copyright pour les éditeurs de presse appliqué à Google. Du coup, cette histoire de droit voisin, eh bien, c'est assez simple. Le moteur de recherche affiche des extraits d'articles dans ses résultats. Cela attire des visiteurs donc à la fois sur le moteur, mais aussi sur leur page d'actu Google News. Mais les médias, eux, ne gagnent pas grand-chose dans cette situation. Alors, la France a décidé que Google devait payer. Et ce que je comprends, c'est que Google, eux, ont refusé de jouer le jeu, c'est ça? Alors, pas complètement. Depuis l'adoption de la directive sur le droit voisin en 2019, Google a signé des accords avec certains médias. En revanche, les plus petits journaux ou les médias régionaux, eux, n'ont pas forcément obtenu ce qu'ils souhaitaient, puisqu'il faut le préciser, le droit voisin ne s'applique pas automatiquement. C'est aux médias de négocier directement avec Google. Alors, petits médias égale moins d'influence égale besoin de se rassembler pour peser plus lourd dans les négociations. Cela suppose de l'organisation. Bref, c'est assez compliqué. Bien sûr. Alors maintenant que tout ça est plus clair avec vous, le véritable sujet du jour, c'est Google qui menace de retirer justement les médias de ses résultats. D'où la menace d'une amende de 900 000 € par jour, rien que ça, qui plane au-dessus du géant. Pourquoi cette décision? Eh bien, selon Google, c'est un test qui devrait concerner uniquement les médias européens et seulement 1% des utilisateurs de Google à qui l'on aurait complètement caché la presse de leurs résultats de recherche. Objectif, selon Google, fournir aux éditeurs de presse, mais également à la firme elle-même, des données plus précises sur l'impact de l'affichage des contenus d'actualité dans leur service. Alors ça, c'est un test qui aurait dû être lancé le 14 novembre dernier, sauf que rien ne s'est passé comme prévu. C'est peu de le dire, puisque le syndicat des éditeurs de la presse magazine a lancé d'emblée une action en justice. Ces acteurs ont avancé que les négociations sur les droits voisins ne devaient en aucun cas avoir un impact sur le référencement des médias. Le tribunal de commerce de Paris, face à l'urgence de la situation, a dû être réactif et a donc proposé cette fameuse amende pour ralentir Google en attendant de statuer définitivement sur la validité de ce test. Grâce à ça, la France a donc été exclue de l'expérimentation qui, en revanche, a déjà été lancée dans d'autres pays. Un dossier à suivre de près, donc, puisqu'il pourrait avoir une véritable influence, bien sûr, sur les résultats de recherche des utilisateurs à l'avenir et donc sur leur droit à l'accès à l'information. Merci beaucoup, Lisa, pour cette chronique absolument passionnante. On lance ensemble la deuxième partie du talk? Tout à fait. Allez, c'est parti. Et on continue de parler bien sûr éducation numérique et puis accès aux gares, le gestionnaire d'accès aux ressources numériques avec vous en duplex avec nous aujourd'hui, Florent Lepêtre. Je rappelle que vous êtes expert conformité chez Gare Ninja. Alors il y a une question que tout le monde se pose quand même, c'est pourquoi ça s'appelle Ninja? Florent, est-ce que vous voulez bien nous en dire plus, nous expliquer ça? Le ninja est agile dans le Gard. Oui, la promesse de l'entreprise, c'est de rendre le Gard simple. Puisque c'est vraiment un univers qui est très différent de l'univers des startups. Donc il faut arriver à simplifier toutes ces étapes. Donc on a parlé de l'accrochage qui vient avec un certain nombre de défis. Et puis après, il faut dialoguer avec le Gard. Il faut savoir que tout le monde a à cœur, et chez le Gard et chez les éditeurs, de faire arriver la ressource dans les environnements numériques des élèves sous sa meilleure forme possible. Alors on va analyser un petit peu le contenu de la ressource, voir ce qui colle avec le code de l'éducation, le RGPD, suggérer des retraits qui parfois sont très légers, c'est des petites adaptations. Et puis parfois, il y a des ressources qui arrivent avec des fonctionnalités qui posent problème au regard des textes. Et donc là, il s'agit de se mettre autour de la table et de réfléchir à ce qui permettra d'avoir la ressource la plus utile pour les élèves et pour les enseignants au final. Et alors, il y a une autre question qui se pose aussi, Florent, c'est quand on change d'établissement en tant qu'élève, en tant qu'enseignant aussi, comment le Gard permet-il, s'il le permet, d'assurer la portabilité des données des utilisateurs ?
Ah, ça, c'est un cas qui peut se révéler un peu complexe, puisqu'il y a un identifiant qui est donné à chaque utilisateur. Et si l'on change d'établissement, il peut arriver, lorsqu'on change d'académie, cet identifiant change. Alors, il y a certains cas où la portabilité est assurée par le GAR, et il y a d'autres où il faut inventer des solutions techniques, offrir la possibilité aux utilisateurs, par exemple, de sauvegarder leurs données pour pouvoir les réimporter. Et ça s'étudie au cas par cas. Tout ce que vous faites aussi, justement, pour aider les entreprises du secteur de l'éducation, les fournisseurs d'accès, etc., on se demande pourquoi l'éducation nationale ne le fait pas. Est-ce qu'elle le fait, ou est-ce que c'est justement parce qu'elle est assaillie, envahie de demandes que des acteurs comme vous existent aujourd'hui ? Alors, techniquement, nous sommes un facilitateur, c'est-à-dire que bon nombre d'éditeurs, je crois qu'il y a plus de 170 éditeurs aujourd'hui qui sont accostés au GAR. Nous, pour info, on a accompagné 80 éditeurs jusqu'ici. Donc beaucoup d'éditeurs réalisent eux-mêmes leurs travaux d'accostage au GAR. Et donc le GAR propose des réunions d'information, une documentation technique assez poussée qu'ils mettent à disposition. Nous, on est juste là pour faciliter un processus qui peut être complexe et qui demande de l'apprentissage. Et donc on fait gagner du temps à ce niveau-là, on fait gagner du temps en gestion de projet. Mais fondamentalement, le GAR propose toutes les informations pour permettre aux éditeurs de s'accoster. C'est moins facile, effectivement, si on s'y prend seul qu'accompagné par GAR-Ninja notamment. Alors, on a parlé de la portabilité des données des élèves. Et justement, en parlant des données, quels sont, selon vous, si on élargit un petit peu le sujet, les défis actuels en matière de protection des données dans le secteur éducatif ? Est-ce qu'il y a encore des menaces, comme il y a pu y avoir et comme il y a encore quotidiennement et régulièrement dans les hôpitaux, dans les institutions publiques ? Est-ce que l'éducation, c'est un secteur qui est menacé aussi ? Alors, il peut y avoir des fuites, et d'ailleurs tout l'esprit du cadre juridique installé par le GAR, c'est de gérer au mieux lorsqu'elles se produisent. Il y a récemment eu plusieurs grands éditeurs qui ont été victimes d'attaques. Heureusement, elles n'ont pas touché les données des élèves, mais c'est un risque qui est là. Après, en termes de données, le grand défi du moment, c'est vraiment l'IA générative. Donc l'IA était arrivée dans le GAR il y a peu de temps. Le GAR avait défini un cadre juridique, mais les nouveaux modèles d'IA posent vraiment des questions qui challengent le modèle établi par le GAR, et donc il y a actuellement une réflexion. Ils se rendent bien compte que les possibilités ouvertes par les IA les plus récentes sont vraiment intéressantes et méritent d'être explorées, mais elles posent des vraies questions en termes de données personnelles. C'est des données personnelles qui sont envoyées souvent aux États-Unis. On ne sait pas trop comment elles sont utilisées, et notamment il y a un côté boîte noire sur la manière dont sont générés un certain nombre de conseils ou de décisions formulées par ces IA. Et donc le ministère a mené une consultation des éditeurs pour faire remonter des cas d'usage, et il y a également un appel à projet P2IA qui a réuni des projets par des consortiums d'éditeurs ou des éditeurs en solo, incluant tous de l'IA, qui permettent d'alimenter cette réflexion. Tout le domaine attend avec impatience le positionnement du ministère sur la question, parce que on voit vraiment sur ce sujet-là à quel point le monde des startups va très très vite. Ils ont incorporé l'IA générative dans énormément de ressources, et pour l'instant le ministère n'a pas encore de position officielle, c'est-à-dire que les projets sont un peu dans les starting blocks, mais il y a pas mal d'initiatives pour essayer de faire arriver l'IA sous une forme la plus, on va dire, la plus propre vis-à-vis des données à caractère personnel en tout cas.
Tout cela ne fait qu'accentuer effectivement le décalage temporel entre les startups du secteur de l'éducation et de la technologie et puis bien sûr le ministère, vous le soulignez très rapidement. Quels sont justement selon vous l'impact de solutions comme le GAR sur la digitalisation ou la numérisation ou le numérique dans l'éducation en France justement? Est-ce que c'est quelque chose qui vient accélérer le domaine, le secteur EdTech et en tout cas le soutenir, ou est-ce qu'au contraire c'est un peu comme a pu le faire le RGPD à l'époque, une sorte de poids pour ces entreprises? Alors, clairement, si j'avais pas cette barrière du RGPD, on aurait un Far West sur la gestion des données, et ça laisserait un champ libre à des abus potentiels. Chez Gare Ninja, on croit au GAR essentiellement pour cette raison-là, c'est-à-dire que cette mission d'apporter des données des ressources numériques aux utilisateurs dans l'éducation nationale en étant garanti qu'elles vont respecter les données, pour nous, c'est vraiment un des points clés du GAR. Donc forcément, cet aspect-là vient ralentir et limiter les possibilités. C'est-à-dire qu'il y a des startups qui arrivent avec des idées qui rentrent tout simplement pas dans le cadre juridique. Mais en contrepartie, le GAR propose déjà un label qui apporte des garanties, qui rassure les acheteurs. Il propose ce fameux guichet unique, donc c'est des réductions de coûts pour les éditeurs. Donc il y a du donnant-donnant. Merci beaucoup. Alors avec le développement rapide des ressources numériques aussi, on le voit dans ce secteur qui n'en finit plus de créer justement des solutions à la fois pour les enseignants, pour les élèves aussi, etc. Comment vous voyez l'évolution aussi du rôle du GAR dans ces prochaines années? Justement, vous parliez très justement de l'intelligence artificielle. On comprend que ça n'est pas tout à fait le même rythme entre les startups et le ministère. Malgré tout, est-ce que ce GAR, il est amené à évoluer au fil des prochains mois, au fil des prochaines années? Alors, le GAR est en constante évolution en termes essentiellement juridiques pour s'adapter justement aux nouveautés. Et il est aussi à l'écoute de ce qui remonte et des utilisateurs et des éditeurs. Donc, il y a des associations de filières dans lesquelles GAR Ninja est présent. Déjà pour être au contact de ce qui se fait, au plus proche de ce qui se fait, mais aussi pour défendre tous les éditeurs qu'on accompagne. Et ces associations de filières font remonter les cas d'usage qu'ils souhaiteraient voir évoluer, les cas qui peuvent poser des problèmes. Par exemple, je vous ai parlé de l'initiative des connexions jeunes élèves. Bon, c'est un groupement d'éditeurs qui a fait remonter cette problématique au départ et qui a amené le ministère à lancer son expérimentation. Donc le GAR est à l'écoute en fait des éditeurs sur ces questions-là. Il a posé le cadre. Son objectif, lui, sur le futur, c'est une couverture à 100%. Donc il est plutôt sur des objectifs de couverture des établissements. Donc l'essentiel du travail est fait pour le 2e degré. Là, il se concentre sur le 1er degré. Il met à dispo un ENT en ligne qui s'appelle EduGAR, qui permet aux régions ou aux départements ou aux académies qui n'ont pas encore passé de contrat avec un éditeur de NT, de pouvoir quand même accéder à l'un d'entre eux. C'est EduGAR. Et voilà en tout cas les perspectives qu'il trace pour lui-même, c'est plutôt en termes de couverture. Et si on veut faire évoluer le cadre juridique, c'est plutôt aux éditeurs d'être force de proposition. Et bien voilà, le message est lancé en tout cas. Merci infiniment, cher Florent Lepêtre, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. On en sait beaucoup plus grâce à vous sur le GAR, le gestionnaire d'accès aux ressources. Merci d'avoir été parmi nous et puis on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite de l'aventure. Merci aussi à notre chroniqueuse du jour d'avoir été parmi nous aujourd'hui, Lisa de Bernard. Merci beaucoup. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Et puis nous, comme tous les jours, on se retrouve dès demain et toujours à 12h30, toujours sur School TV. Bonne journée.